Des territoires des forêts obscures aux jungles urbaines, des châteaux hantés aux cités futuristes, au détour de chemins, de ruelles obscures ou dans notre quotidien le plus ordinaire, peut faire irruption une rencontre, une situation qui éclaire l'autre face du monde, dans une inquiétante étrangeté. N'est-ce pas un des grands rôles de la littérature ? Chaque mois, je présente un coup de cœur de la littérature de la fantaisie, de la science-fiction, du fantastique ou du merveilleux. Embarquons donc avec cette nouvelle émission mensuelle à la découverte des chroniques de l'imaginaire. Pour cette émission du mois de février, je reçois Manon et Margot, élèves de terminale HLP du lycée Irène et Frédéric Joliot-Curie de Romilly-sur-Seine, pour découvrir ou redécouvrir la trilogie Hunger Games de Suzanne Collins. Bonjour Manon. Bonjour Margot. Alors aujourd'hui, nous allons discuter autour de votre coup de cœur Hunger Games à l'occasion de la sortie du film, du préquel de la même autrice au cinéma. Donc Margot, pouvez-vous nous parler de ce livre ? Quel est le thème de Hunger Games ? Donc Hunger Games, c'est un livre de science-fiction qui est également un livre dystopique. Et donc c'est une histoire qui se déroule dans un futur assez indéterminé dans les États-Unis. Et donc les États-Unis sont transformés en régime totalitaire qui s'appelle Panem, et dont l'État est divisé en 12 districts ayant chacun un rôle attribué. Et donc en souvenir de la dernière révolte et pour éviter toute nouvelle révolte, le président il va organiser chaque année des Hunger Games, lors desquels il va y avoir un tirage au sort pour tirer à chaque fois une fille et un garçon de chaque district pour qu'au final ils s'affrontent à mort dans une arène. D'accord. Et donc, pourquoi avez-vous choisi ce livre ? Qu'est-ce qui vous a encouragé à nous présenter Hunger Games ? D'abord, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué car c'est mon premier gros roman que j'ai lu dans ma vie. Donc j'étais assez jeune, je devais être au collège. Et c'est le premier roman de science-fiction dystopique que j'ai lu également. Donc forcément, ça m'a marqué puisque aujourd'hui, la science-fiction, c'est devenu mon genre préféré. Et oui, c'est vrai que quand cette trilogie, elle est sortie, elle a très vite influencé les lectures des adolescents. Donc il y a eu une grande influence, voire même un phénomène finalement. D'ailleurs, ce livre, il présente principalement Katniss, l'héroïne qui s'est portée volontaire pour sauver sa sœur, et Peeta, tirée au sort, dans le district 12. Du coup, est-ce qu'on pourrait plus parler d'un duo ou d'un trio, si on envisagerait le personnage de Gale ? Donc en effet, vu que Katniss et Peeta sont les deux personnes qui sont tirées au sort du district 12, on peut d'abord penser que ça serait eux un peu le duo de l'histoire. Mais dans les premières pages du livre, c'est pas Peeta qu'on présente avec Katniss, c'est plutôt Katniss qu'on présente avec Gale. Donc Gale, c'est un jeune homme que Katniss a rencontré un peu plus tôt. Ils sont à peu près du même âge et on les présente comme des bons amis qui s'entendent bien. On peut en déduire que c'est un personnage assez important, tout d'abord pour l'histoire et pour l'héroïne ensuite. Et ensuite, dans l'histoire, on pourra également trouver qu'il prend une place plus importante dans l'intrigue. Et on peut aussi remarquer un triangle amoureux dans la suite de l'histoire qui se passe entre ces trois personnages. Donc on peut en effet considérer ça comme un trio. D'accord, donc je suppose que c'est au lecteur de donner son avis et de juger et de décider s'il y a plutôt un duo ou un trio. Oui, c'est ça, effectivement. Donc pour poursuivre, maintenant, plus sur le fond du livre, il me semble que l'autrice, Suzanne Collins, paraît être une grande fan de la mythologie. Elle s'en inspire justement dans ses livres. On peut faire référence à Panem, qui provient de l'expression Panem et circenses, qui signifie du pain et des jeux, d'où le concept des Hunger Games. Oui, on peut beaucoup marquer des références mythologiques dans l'histoire, notamment on peut faire référence au mythe du Minotaure par rapport à l'histoire, donc parce que Hunger Games, c'est vraiment un peu la même chose que le mythe du Minotaure, car le mythe du Minotaure, c'est tous les 9 ans, il va y avoir 7 garçons et 7 filles qui vont être sacrifiés au Minotaure pour que le Minotaure puisse se nourrir d'eux. Donc on remarque forcément une grande ressemblance avec l'histoire. Et on peut aussi faire des rapprochements avec les combats de gladiateurs de l'époque. On peut également remarquer plusieurs références bibliques, comme avec les 12 districts qui font référence aux 12 tribus d'Israël. Donc finalement, on découvre que cette trilogie, elle fait beaucoup de références qui sont très intéressantes et qu'il faut un peu creuser pour les voir. Donc Margot, maintenant, va pouvoir passer à la lecture d'un petit extrait du premier tome. « 60 secondes. C'est le temps durant lequel nous sommes tenus de rester sur nos plaques métalliques avant qu'un gong nous libère. Si vous en descendez avant, une mine antipersonnelle vous arrache les jambes. 60 secondes pour découvrir le cercle des tribus placé à équidistance de la corne d'abondance. Gigantesque conque doré dont la gueule, de 7 bons mètres de hauteur, déborde de tout ce qui peut nous être utile ici, dans l'arène.
nourriture, récipients d'eau, armes, médicaments, vêtements, briquets. D'autres ustensiles sont disséminés tout autour, dont la valeur décroît à mesure qu'on s'éloigne de la conque. Par exemple, à quelques pas seulement, je distingue un carré de toile plastique d'1 mètre de côté. Il pourrait sans doute me servir sous une averse, mais dans la gueule, j'aperçois une tente capable de me protéger de n'importe quelles intempéries. Si j'avais assez de tripes pour aller la chercher et la disputer aux 23 autres tribus, ce qu'on m'a bien recommandé de ne pas tenter. Nous sommes au centre d'un vaste espace dégagé, une plaine de terre sèche. Au-delà des tribus qui me font face, je ne vois rien, ce qui doit indiquer une pente abrupte, voire une falaise. À ma droite, un lac. À ma gauche et dans mon dos, une forêt de sapins clairsemés. C'est là qu'Emile, je voudrais me voir m'enfuir, immédiatement. J'entends encore ces instructions. Dégagez, mettez autant de distance que vous le pourrez entre les autres vous, et trouvez-vous un point d'eau. Mais c'est tentant, si tentant de voir tout ce butin étalé sous mes yeux, et je sais que, si ce n'est pas moi qui le ramasse, quelqu'un d'autre le fera. Que les tribus de carrière qui survivront au bain de sang se partageront les armes et les objets les plus précieux. Quelque chose attire mon attention. Là, au sommet d'un monceau de couverture, je vois scintiller un carquois de flèches ainsi qu'un arc déjà tendu, prêt à servir. Il est à moi, me dis-je, on l'a mis là pour moi. Merci Margot pour cette lecture. Racontons donc le début des jeux au sein de l'arène. Dans cet extrait, nous avons pu entendre le mot tribu, faisant donc référence aux jeunes, je suppose. Effectivement, l'autrice a décidé d'appeler les adolescents sacrifiés des tribus, en disant donc tribu mâle et tribu femelle pour parler du garçon et de la fille tirés au sort. Donc on peut tout d'abord remarquer une sorte de déshumanisation du jeune, puisque dès qu'il va être tiré au sort, on va l'appeler tribu, mâle et femelle, donc qui sont des termes qu'on va plus avoir tendance à utiliser pour des animaux. Et on a en effet aussi l'appellation tribu que l'autrice utilise pour les désigner. Donc ça peut faire référence au premier sens du mot, donc en prenant un peu le jeune comme étant le dû que doit le peuple à l'État. D'ailleurs, cette dystopie, elle a une portée politique. Elle met en avant un régime totalitaire qui sacrifie des jeunes pour éviter la révolte. Nous gardons quand même cette idée de dénoncer la cruauté des gouvernements, notamment les régimes totalitaires. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, l'autrice a déjà eu l'occasion de s'exprimer sur le fait que les adolescents devraient aujourd'hui envisager le pire des scénarios possibles pour l'avenir de l'humanité. Par ailleurs, on pourrait même se demander si l'univers d'Hunger Games, cette dystopie du film, nous fait penser au monde d'aujourd'hui. Oui, évidemment, c'est une dystopie fictive, mais elle peut également faire écho à une certaine réalité, puisque dans l'histoire, on peut remarquer qu'elle évoque des inégalités sociales qui peuvent faire référence à la société d'aujourd'hui. Donc avec les différents districts, donc d'abord le district 1 et 2. Donc les premiers districts sont des districts assez plutôt aisés, et tandis que les derniers districts, ils vont plutôt faire référence aux populations plus pauvres qui vont vivre dans la misère. Donc on peut voir une certaine hiérarchie. Oui, et nous pouvons également rajouter cet aspect de la télé-réalité, l'idée que ces jeux mettent en danger des jeunes, qui soient vus comme un divertissement pour le public, et que le public d'ailleurs s'en amuse. Et ça peut faire référence à notre société où la télé-réalité, elle n'a pas souvent de très bonnes intentions et de très bonnes influences sur les jeunes. Oui, c'est vrai que Hunger Games, au-delà d'un livre de divertissement, il peut être aussi très intéressant à lire pour faire réfléchir sur beaucoup de sujets de société d'aujourd'hui. Donc cela vaut le coup de s'y pencher et de découvrir plus en profondeur Hunger Games. Oui. Merci Margot. Merci Manon. Vous avez entendu une présentation de Hunger Games de Suzanne Collins. Merci Barbara pour le montage. Merci à Marie Boutan et Benoît Brandin, enseignants de lettres classiques et de philosophie, pour le travail de préparation, et un grand merci à Manon et Margot pour cet entretien. Au mois prochain pour de nouvelles chroniques de l'imaginaire. D'ici là, portez-vous bien.